Je passe sans transition à la deuxième table ronde dont vous découvrez le titre « Les moissons numériques de l'immobilier ». Je vais demander à Isabelle Palero, directrice de l'exploitation chez EDF, de venir nous rejoindre. Christina Lunghi, ah bah oui, juste devant moi, pardon, fondatrice d'Arborus, experte internationale en IA et en inclusion, vous allez nous parler de ça. Charles Ventil, directeur Real Estate chez Gresb. Charles, venez monter ici, placez-vous chacun sous la photo. Ah bah vous n'êtes pas sous la photo là, qu'est-ce qui se passe? Isabelle. Andrew Ogood, directeur France chez Yardi et qui sponsorise les Reality 2023. Et Grégoire Debeaumont, directeur commercial chez Deepkey, également sponsor de cette journée d'études de réflexion, les moissons numériques de l'immobilier. Décidément, les titres, ils sont fabuleux. Donc, l'idée, c'est de parler un peu, puisqu'on a parlé des nouveaux cycles, d'essayer d'évoquer ces nouveaux cycles peut-être sous trois angles. Un premier angle, où je vais démarrer avec vous, Isabelle, sur l'immeuble, et sur l'immeuble qui revient un peu au centre du jeu. On a compris, comme nous a expliqué Christian de Kerangal, que la baisse des taux qui avait alimenté la valorisation des actifs était visiblement terminée et durablement terminée. Et ça remet un tout petit peu l'immeuble au centre du jeu. J'aimerais voir un peu les outils pour monitorer et pour améliorer la performance des actifs. On va peut-être démarrer avec le parc immobilier d'EDF, qui est peut-être pas aussi complexe que celui de l'État, quoique. Racontez-nous un petit peu. Effectivement, alors moi je m'occupe avec les équipes en région des bâtiments tertiaires. Mais quand je dis bâtiments tertiaires, il y a différents environnements de ces bâtiments tertiaires, parce que nous avons un parc très différent, du pur tertiaire, véritablement bureau exclusivement, des sites semi-industriels, y compris avec des centres de recherche ou la production, qui va jusqu'au fin fond de la vallée avec l'hydraulique, et puis des bâtiments en centre nucléaire. Une centrale nucléaire peut contenir 100 bâtiments tertiaires, par exemple. Donc effectivement, on exploite 3 millions de mètres carrés et en 400 sites et 2000 bâtiments. Donc dans des environnements très différents, en pleine métropole, comme je disais tout à l'heure aussi en fin fond de la vallée, avec des services standards ou des services un peu plus pour différents types de populations. Donc très très différents. Votre objectif, vous, en adoptant un outil numérique, c'est quoi? C'est d'avoir une cohérence pour analyser, monitorer la performance de ces actifs? C'est ça. En fait, on avait côté exploitation 4 outils différents. Un outil qui était sur la partie ticketing, un outil sur la partie conformité réglementaire, un autre sur la gestion documentaire, et puis un quatrième qui était sur la GMAO. Donc, je ne reviens pas sur le sigle, parce qu'il a été donné tout à l'heure. Et donc, on a décidé de faire qu'un seul outil pour vraiment avoir des process de bout en bout. Des process de bout en bout, d'une part, d'améliorer du coup les reporting et la visibilité que nous pourrions faire à l'ensemble de nos parties prenantes. J'y reviendrai, parce que nous avons de nombreuses parties prenantes qui travaillent dans ce microsystème. Et puis également donc, des reporting, de la fiabilité de données, et puis également toute la partie résilience, parce qu'on s'est réorganisé plus d'une fois. On change de prestataire assez souvent, parce qu'on a des cycles de renouvellement de contrats. On a des contrats, de la maintenance qui est faite directement par des bailleurs, de la maintenance qui est faite directement par des prestataires, différents types de prestataires selon les sites et selon la qualité des sites. Et puis également la mobilité à partir du smartphone, ça a été évoqué tout à l'heure. Voilà, donc on a souhaité faire un seul outil pour embarquer ces processus de bout en bout. Mais finalement, on s'est aperçu que l'important, c'était la data autour de tout ça. Parce que pour faire ça, de bout en bout, pour avoir de la traçabilité, de la visibilité, il fallait une unicité de données. Et quand on part de 4 outils qui ne se parlaient pas, qui avaient leur propre vie et référentiel, je ne vous explique pas, mais je pouvais imaginer les chantiers d'alignement des données que nous avons dû gérer. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans cet alignement des planètes ou des données? On a quasiment fini. Mais effectivement, parfois on avait un équipement qui s'appelait Toto dans un outil, un autre Tata, et voire parfois il n'était pas dans le troisième. Voilà, et donc là, il fallait un seul, puisque vous imaginez bien, on va du ticketing. L'occupant dit j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Et ça va directement vers les prestataires ou le bailleur en fonction de qui est en charge. Et puis l'équipement, en fonction de ses caractéristiques, va déclencher des contrôles réglementaires.
Il va déclencher, suivant ces contrôles et les non-conformités, des ordres techniques aussi vers les prestataires pour qu'ils rectifient, ils lèvent les non-conformités. Donc on embarque tout ce système-là. Voilà, donc on est quasiment à la fin. Il nous reste encore quelques caractéristiques d'équipement qui vont lancer des contrôles un peu casse-pieds, qui sont liés aux équipements sous pression, et c'est les plus complexes. Donc on termine la caractérisation de ces équipements, mais on est en phase finale, on commence à voir le bout. C'est un projet qui s'est mis en place pour 3/4 de ces processus en 9 mois, et 1 an à peu près pour le dernier processus, enfin quelques mois de plus pour le dernier processus. Et vos 3 outils aujourd'hui, quels sont-ils, les 3 outils numériques majeurs que vous utilisez? Alors, on a l'outil majeur que j'ai évoqué, qui est le 4 en 1, là, qui pour la partie exploitation. C'est un outil qui est une base ServiceNow. Je ne sais pas si vous connaissez, mais souvent on l'utilise pour de l'IT ou des RH. Et donc, nous, on l'a utilisé de façon un petit peu atypique pour l'immobilier. Alors, j'ai atypique parce que quand on a fait l'appel d'offres, il y avait énormément de répondants. Mais parfois, on trouvait plutôt des tendances techniques, plutôt des tendances ticketing, plutôt des tendances réglementaires. Et on a décidé de sauter dans le grand bain, de prendre un truc qui sortait de l'ordinaire, et en se disant, nous, on a besoin de s'adapter en permanence. Et donc, un outil international, ça va aussi vivre avec les usages. Et donc, voilà, on a pris quelque chose. Ça a frustré certains techniciens, mais on est parti là-dessus et on le fait vivre, et ça marche. Vous avez aussi un outil sur la consommation ? Tout à fait. Donc là, effectivement, on a un outil qui est sur la consommation, puisque nous avons une filiale au sein d'EDF qui s'appelle Datanumia, qui nous permet d'avoir une plateforme où nous remettons l'ensemble des compteurs, comptage électricité, gaz et eau. Nous avons contribué par l'usage et le financement à l'évolution de cette plateforme. Et donc, nous avons une parfaite visibilité de là où, quand il y a des compteurs, parfaite visibilité de la gestion de ces bâtiments, avec une capacité maintenant à dire quand on fait des efforts en matière de sobriété énergétique, on sait clairement les tracer et les qualifier. Et c'est important puisque quand on dit on va mettre tout le monde à 19 degrés, etc., si on ne sait pas montrer qu'on a eu que ça a payé, je peux vous dire qu'on est les irritants sans les bénéfices, donc ça ne va pas du tout. Est-ce que ça a fait bouger un peu vos objectifs, votre plan stratégique, ou au contraire, c'était ces outils pour vous adapter, ou pour s'adapter à votre plan stratégique? Effectivement, alors je n'ai pas parlé du troisième outil qui est un peu dans cet espace-là. On avait un outil sur les plans, tous les plans de nos bâtiments, plus l'occupation. Alors quand je dis occupation, c'est l'occupation théorique. En gros, les salariés, des prestats qui sont parfois à demeure, etc. Mais finalement, c'est pas ça qui correspond à la fréquentation, ça a été évoqué. Entre l'occupation théorique et la fréquentation, voilà. Donc ça fait beaucoup bouger parce que c'est quoi le plan stratégique ? C'est de faire en sorte que les gens travaillent dans des locaux agréables, qui soient nickel au niveau réglementaire, où ils s'y sentent bien, parce qu'effectivement, il y a eu la question du retour au travail. On a un accord au sein d'EDF qui s'appelle « Travailler autrement, manager autrement », qui travaille autour des projets d'équipe, qui instaure le télétravail, etc. Et du coup, c'est en service aussi de ce projet. Et nous travaillons bien sûr sur l'amélioration de l'usage des mètres carrés. On a beaucoup parlé de diminution de mètres carrés. Maintenant, on va améliorer l'usage des mètres carrés, à savoir des mètres carrés justement occupés, ni trop ni trop peu, qui consomment moins, effectivement, et qui soient parfaitement exploités avec tout le microcosme donc, de nos bailleurs, nos prestataires, nos équipes internes, et avec des clients satisfaits qui ont une visibilité sur ce qu'on fait. Puisqu'on ouvre complètement les tripes. Quand un intervenant, un prestataire travaille pour nous, il y a son compte-rendu d'intervention qui est visible, y compris pour le client interne, c'est-à-dire pour l'occupant qui a fait la demande. Donc on est complètement transparent sur la vie de nos prestataires. L'objectif, in fine, c'est de rendre des mètres carrés et d'optimiser la fréquentation et l'exploitation. C'est d'avoir un mètre carré qui ne consomme pas et qui ne coûte pas, c'est un mètre carré qu'on n'a pas. Donc ça, c'est notre principe. Mais par contre, ce n'est pas effectivement de faire des opérations, j'appelle les opérations sardines. C'est vraiment que ce soit bien occupé, savoir bien connaître la vie des bâtiments. Et donc, c'est important aussi de connaître sa fréquentation. Donc, on met de l'IoT dans des salles de réunion. Et puis, on avait aussi, par l'IT, travaillé sur les connexions informatiques pour voir la véritable fréquentation. On a aussi un système de badge aussi à l'entrée. Et on va mettre de l'hypervision, très probablement, tout en gardant la partie RGPD, en n'allant pas là-dedans, pouvoir exploiter nos bâtiments. Mais c'est bien ça l'objectif. C'est pas moins, c'est mieux, surtout. Aujourd'hui, vous avez une charte de télétravail au niveau du groupe EDF? Oui, c'est TAMA. Donc, c'est l'accord TAMA, travailler autrement, manager autrement. C'est combien de temps Ça dépend des projets d'équipe, en fait. Donc, en fonction des directions de l'entité EDF, nous avons différents
type de modalité. Par exemple, pour mes équipes à moi, ça va être du 2 jours. Et s'ils prouvent qu'ils sont performants en étant en télétravail, ça peut monter jusqu'à 3 jours, réversible et revenant en retour à 2 jours si ça dégrade. Voilà, par exemple. Mais je suppose que quand on est dans une centrale nucléaire, on est, oui, il n'y a pas de télétravail. Tout là, dépend. Il peut y en avoir, mais tout dépend du métier, en fait. Tout dépend des métiers. Parce que si on est sur de la prod, évidemment, on va être présent. Après, il y a des métiers d'accompagnement et d'appui et tertiaire qui peuvent se faire aussi à distance. Bien sûr, et c'est pour ça que je disais, tout dépend des métiers, des équipes et la capacité à montrer qu'on est performant, y compris à distance. Très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Andrew, je passe à vous. Comment un éditeur international comme vous, la gestion immobilière, se positionne en Europe? Et puis surtout, comment vous adressez ces problématiques, les problématiques des grands utilisateurs, et quelque part, c'est les problématiques des bailleurs aussi qui se retrouvent derrière, sur l'exploitation de l'immeuble et la performance de l'immeuble. On entend beaucoup ce mot. Oui, bonjour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Yardi, Yardi est leader mondial dans les logiciels pour la gestion immobilière. En fait, on a une plateforme qui couvre tout le cycle de vie des investissements immobiliers. Donc, l'idée est que vous ne créez pas des usines à gaz avec des systèmes différents. On a un système central qui connecte toutes les parties preneurs, que ce soit les gens en interne, donc les asset managers, les fund managers, etc., mais également des gens de l'externe. Donc, j'ai vu l'exemple dans le panel précédent, on parlait d'un portail locataire pour pouvoir faire des demandes de maintenance et interventions techniques. Mais tout cela se fait dans la même plateforme chez Yardi. Donc, en fait, pas besoin de contrôler les données. C'est le même modèle de données, la même base, la même source centrale. Et donc, vous pouvez prendre vos décisions très facilement. Quel est l'avantage de tout centraliser sur une base de données, en fait En fait, ça vous permet de prendre des décisions éclairées à tous les niveaux de la structure des tensions, parce qu'on fait property, asset, fund. Et donc, si vous voulez voir la performance de votre actif au niveau fond, vous pouvez voir en temps réel dans notre plateforme, parce que toutes les informations et dans la même base. En fait, j'ai vu les préoccupations des investisseurs dans le panel précédent. Donc, c'est vraiment les préoccupations de macroéconomie, hein, avec les coûts de taux, avec les problèmes de liquidité. Et en fait, on est dans un nouveau cycle, mais comme dans tous les cycles, ceux qui sont le mieux positionnés, c'est ceux qui ont une bonne base technologique, un bon système technologique. Et en fait, le real estate, ce n'est pas comme d'autres classes actives. Moi, je suis du monde des produits listés. Hein. Je dirais le real estate, c'est vraiment un modèle opérationnel. Ce n'est pas un modèle de trading. Et donc, l'efficacité opérationnelle est clé. Et en fait, de ce qu'on a vu, on rentre dans une période de stagflation. Je vais résumer ça comme ça, où il y a peu de croissance et beaucoup d'inflation. Peut-être, ça dépend de la définition que vous prenez, mais moi je dirais ça. Et donc pour relancer la croissance et la valeur, on peut utiliser la technologie, mais il faut avoir la bonne technologie en place. Donc un exemple sera, par exemple, j'ai vu un client récemment, il a du résidentiel, mais vu qu'il a une bonne base technologique, il peut se diversifier en logement étudiant, en senior living pour les personnes âgées, etc. Donc ça donne une flexibilité d'avoir un système, ça vous donne le dynamisme pour justement faire face à ces cycles. Et je vois l'intérêt d'une plateforme globale, mais comment on s'assure de la véracité, de la complétude des données Tout le monde dit que finalement la donnée elle est centrale, mais il faut en être sûr, il faut qu'elle soit fiable. Comment on s'assure de ça? Elle est fiable parce qu'il n'y a pas d'échange de données. Je n'échange pas des données, on partage des données. C'est ça la différence. Parce que
je ne me connecte pas avec... on peut bien sûr se connecter, on ne fait pas tout. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais le fait que tout se fait dans une plateforme, vous avez une source de données, un modèle de données, hein, donc il n'y a pas besoin de nettoyer les données, c'est déjà fiable. Donc dans le modèle, je dirais, idéal, les property managers travaillent dans Yardi, les asset managers travaillent dans Yardi, les fund managers travaillent tous dans Yardi, et vous avez l'intégrité de données dans toute la chaîne. Qui ne sont pas cloisonnés, qui sont accessibles à tout le monde. Pas du tout cloisonné. C'est un produit cloud où tout le monde se connecte avec une interface différente, mais ils travaillent sur les mêmes données. Et si j'ai des données confidentielles, moi, fund manager, par rapport à mon asset, ou moi, asset, par rapport à mon property, comment je fais? Bon, on a pensé à ça. J'imagine, oui. Bien sûr, c'est sécurisé. Les données appartiennent aux clients, ça n'appartient pas à nous. Hein. Donc, nous, c'est un système qui est hautement configurable. Vous configurez la plateforme selon vos besoins. Mais voilà, ça appartient aux clients. Est-ce que ça peut se déployer partout, à l'international, sur les 5 continents? Bien sûr. On a déjà du mal à compter les mêmes mètres carrés en France, alors quand on passe en square feet, comment ça fonctionne? En fait, on est présent dans 80 pays. Et on a des acteurs qui travaillent, par exemple, même en France, Amundi, par exemple, qui utilise notre plateforme, ils travaillent en Espagne, en Italie, en France, partout en Europe, sur la même plateforme, la même base de données, même source. Très clair. Je continue ma moisson numérique et là, je vais entamer la saison et le nouveau cycle écologique qui va obliger notamment les acteurs à repenser la performance au début énergétique, maintenant environnementale de leurs actifs. Je voudrais qu'on puisse balayer un petit peu les solutions que le numérique peut proposer aux acteurs. Peut-être d'abord avec vous, Charles, vous êtes directeur real estate au GRESB, sur la trajectoire écologique, bas carbone, ESG de l'industrie immobilière. Est-ce que, d'abord sur le calendrier 2030-2050, qu'est-ce que ça va impacter sur les stratégies d'investissement, sur l'allocation d'actifs? Est-ce qu'au bout d'un moment, j'ai encore intérêt à être dans l'immobilier qui est responsable de 40% du gaz à effet de serre? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Juste un petit mot sur GRESB d'abord, juste pour s'assurer qu'on sait de quoi on parle. GRESB, on a beaucoup parlé de données jusqu'à aujourd'hui. GRESB est évidemment très très proche de la donnée, mais à un tout autre niveau. On ne va pas vraiment discuter de la donnée qui provient du relevé compteur automatique, etc. Mais on va plutôt parler de la donnée rapportée depuis le gestionnaire de fonds vers l'investisseur institutionnel. Donc on va vraiment se positionner entre le reporting, le processus de reporting, depuis le gestionnaire, depuis le véhicule d'investissement, qui peut être un fonds d'investissement privé ou une société cotée en bourse, vers l'investisseur institutionnel qui va venir la consommer. Et je crois que c'est important on parle de la donnée, mais on parle de quelque chose de totalement différent, puisque la consommation de la donnée va être extrêmement différente. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'on a dit, la table ronde précédente, et d'ailleurs, Andrew, tu en as touché un mot maintenant, le problème de complétion de données qui se résout par la technologie, par la numérisation d'un immeuble, existe et est très très pertinent à ce niveau-là également, au niveau entre les investissements, les véhicules d'investissement et les investisseurs institutionnels. GRESB, par exemple, va collecter les consommations d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, émissions de déchets, consommation d'eau au niveau du véhicule d'investissement pour en créer, si vous voulez, des métriques, indicateurs consommables au niveau investisseur. Mais ce problème de complétion, il existe à la racine et il va continuer à exister tout au long de cette chaîne qui va, si vous voulez, se cristalliser par des métriques et indicateurs qui ne sont pas totalement fiables au niveau investisseur. Et donc, vous me disiez quelles sont les grandes problématiques pour s'aligner à une trajectoire bas carbone, s'aligner au concept de pathway écologique. Il y a vraiment l'obstacle principal aujourd'hui, c'est
dans le contexte de la numérisation, c'est d'abord le partage de données initial vraiment au niveau très opérationnel, au niveau de l'actif, histoire qu'on puisse créer des métriques et des indicateurs qui sont complets, fiables, au niveau investisseur, sur les investisseurs puissent effectivement faire des choix, des décisions d'allocation d'assets qui soient basées sur des analyses qui sont complètes et fiables. Aujourd'hui, on est capable d'avoir suffisamment de grilles de lecture pour avoir excusez-moi, des comparables, des benchmarks. On sait que dans l'investissement, on est toujours en train de se comparer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est une des promesses de valeur de la plateforme GRESB? Alors, en fonction de qui vous parlez, à qui vous parlez, je pense que la réponse va varier. Il y a certains investisseurs qui vont vraiment se focaliser sur certaines métriques vraiment très très haut niveau, qui vont faire abstraction des détails en dessous. Ils vont dire voilà, moi je crois en la méthodologie sous-jacente et ça me convient, ça me suffit. Et c'est d'ailleurs une méthodologie que je vais utiliser pour mettre en place des cibles, des targets d'année en année, etc. Et puis vous avez d'autres investisseurs qui vont vraiment faire abstraction de la méthodologie telle qu'elle. Ils vont dire voilà, non, nous on sait exactement ce qu'on veut. On veut une intensité énergétique de autant, on veut une intensité carbone de autant, qui suit une méthodologie A, parce que vous avez évidemment pour traduire un point de données d'énergie en kilowatt-hour vers tonnes de CO2, vous avez un grand nombre de méthodologies et ces acteurs parfois ne sont même pas d'accord sur la méthodologie à calculer. Donc en termes de consommation de données, ça va vraiment dépendre du niveau d'intérêt, si vous voulez, et des opinions internes du consommateur de données vis-à-vis de ces indicateurs et vis-à-vis de ces méthodologies. Et aujourd'hui, je peux clairement dire qu'il y a un manque de cohérence et d'accord sur quels sont les indicateurs, les métriques qui sont les plus importants et quelle méthodologie appliquer. Et dès lors, c'est pour ça que GRESB, de manière générale, la manière dont on aborde ça, c'est en proposant une panoplie, comme vous dites, une panoplie de grilles de lecture, une panoplie de types de scores, de métriques, histoire de venir couvrir ces besoins qui sont extrêmement différents et qui divergent, qui ne font que diverger dans le temps, malheureusement. Qui peut mettre tout le monde d'accord? Est-ce que c'est à la filière de s'auto-saisir et de se mettre d'accord sur, j'allais dire, un référentiel assez clair pour atteindre les objectifs? On a les objectifs, on a le calendrier, donc il faudrait quand même... et puis le calendrier 2030, c'est demain. Ou est-ce que c'est au régulateur? Alors, évidemment, la régulation a été assez émergente déjà depuis l'année passée, donc on voit une petite convergence en ce qui concerne ce qui doit être apporté, mais en termes de philosophie ESG, philosophie performance ESG, performance énergétique, performance carbone, il n'y a pas de convergence actuellement, il y a plutôt une divergence. Et d'ailleurs, là, c'est pour ça que pour répondre à votre question, le rôle de qui, c'est pour ça que là, j'ai vraiment introduit le concept de standard. Il y a des standards qui essayent de venir proposer une méthodologie qui reprend les opinions globales, les régions développées du monde principal, telles que l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie-Pacifique, pour essayer de venir apporter une cohérence, une cohésion dans l'opinion, et histoire de justement développer des indicateurs qui sont comparables les uns aux autres. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, le régulateur a commencé à proposer des méthodologies avec, par exemple, la taxonomie européenne l'année passée, il y a 2 ans maintenant, même 3 peut-être. Mais on est loin de la convergence mondiale. Là, je veux dire, ça ne fait que commencer. Est-ce que l'immobilier est un peu la seule classe d'actifs dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs économiques qui sont au même stade? Alors, je ne peux pas vraiment parler pour d'autres secteurs. C'est clairement pas mon domaine d'expertise. Maintenant, dans le secteur lié à l'immobilier, vous avez évidemment le secteur de la construction, qui est beaucoup moins, je veux dire, mûr dans sa réflexion. Et ce manque de maturité va créer des opportunités de convergence assez tôt
lorsqu'on aborde ce genre de réflexion, on dit qu'est-ce qui définit un niveau de performance élevé de, par exemple, embodied carbon, donc la quantité de carbone qui est émise lorsqu'on construit un matériel de construction. Donc là, vous avez un potentiel de convergence qui est beaucoup plus grand, qui est vraiment reflété par le manque de maturité. Et là, c'est vraiment ce que je vois dans mon métier au jour le jour, c'est lorsqu'on aborde des problématiques beaucoup moins matures, telles que embodied carbon, ou alors des problématiques plutôt sociales. Vous pensez à la dynamique, par exemple, la problématique de diversité des populations, ce genre de choses. Mon attente, c'est que la convergence sera beaucoup plus simple. Mais voilà, l'engrangement le besoin de convergence a été vraiment notifié de par le carbone opérationnel, qui, je l'espère, va bénéficier d'autres indicateurs et d'autres problématiques et thématiques. Un mot sur la qualité des données aussi. Est-ce que au GRESB, vous avez une responsabilité juridique sur la qualité des données avant de délivrer vos labels? Alors, on n'a pas... Est-ce que par responsabilité juridique, vous entendez une responsabilité légale dans le cas où un point de données, par exemple, ne serait est-ce que je peux vous l'opposer, moi, si jamais... Oui. Alors non, je crois qu'à proprement parler, non, on n'a pas de responsabilité juridique. Pourquoi? Parce que notre produit principal aujourd'hui chez GRESB, c'est un outil de reporting, benchmarking, scoring qui est facultatif, donc qui est vraiment... qui requiert la bonne volonté de nos participants, que ce soit des gestionnaires de fonds ou des sociétés cotées et des investisseurs. Il y a beaucoup de pression qui vient des investisseurs, mais ça reste facultatif. Et ces données, évidemment, leur revient avant d'être rapportées. Donc, par exemple, l'année passée, on a développé un nouveau produit qui est un produit réglementaire qui permet aux acteurs européens de rapporter sur SFDR tout en bénéficiant de leurs données qui ont déjà été rapportées via GRESB, histoire de faire une pierre de coups et de créer une efficacité de reporting. Mais GRESB ne va pas communiquer ce rapport réglementaire directement au régulateur. On va leur rendre le rapport qui est une agrégation de ce qu'ils ont rapporté avec de l'intelligence en plus. Et ça reste leur responsabilité de pouvoir rapporter ce rapport final au régulateur, au consommateur final. Très bien, merci beaucoup. Je vais, avec Grégoire de Beaumont, Deepkey. Racontez-nous d'abord peut-être un petit peu l'aventure de Deepkey. Là, vous êtes en plein boom sur le marché. Je crois que vous aviez levé l'année dernière, ou il y a 2 ans, 150 millions d'euros ou de dollars pour vous développer à l'international. Ces espèces de flous en termes de réglementation, la taxonomie en Europe, le décret tertiaire en France, je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, comment vous arrivez-vous à rentrer dans l'immeuble et à proposer vos solutions et à faire remonter des données alors qu'on n'est pas du tout dans la convergence, je ne veux pas dire dans la divergence, mais en tout cas, il y a plusieurs réglementations. Au niveau mondial, je voulais dire. Au niveau mondial, oui. Oui, effectivement, les situations sont très très différentes. C'est-à-dire que la manière dont on va travailler en France avec un pays qui est très digitalisé, la manière dont on va travailler en Allemagne où l'accès à la donnée est plus différente et plus difficile, les cultures qui peuvent être très différentes aussi. En Italie, des preneurs ont moins de mal à nous donner l'autorisation de récupérer leurs données. Donc on a des situations qui sont très, très, très différentes en fonction des territoires, en fonction des situations. Et donc il faut avec tout ça, cette complexité, réussir notre première promesse qui est de remonter de la donnée pour pouvoir avoir des indicateurs de suivi qui soient pertinents. Et donc on répond finalement, si on prend un peu de recul, la première difficulté, même avant de se demander comment on va la faire remonter cette donnée, et nous c'est la première question qu'on pose à nos clients, on voit tous les jours des acteurs du marché qui viennent nous voir et qui nous disent, nous, notre difficulté, c'est que, disons, qu'est-ce que c'est difficile d'aller chercher la donnée, qu'est-ce que c'est difficile de demander à nos preneurs de nous donner les autorisations, voilà, principal écueil. Et nous, on dit, en fait, le principal écueil, c'est pas celui-là. Le principal écueil, c'est déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Parce qu'avant même de se demander, en fait, quelles données on va remonter, on a déjà une énorme diversité des enjeux, des labels, des réglementations,
On a parlé du GRESB. C'est un modèle de données très pertinent, mais on a beaucoup d'acteurs en France qui nous disent nous, on voudrait être labellisé ISR. C'est un autre modèle de données. On a des réglementations aussi très différentes, décrets tertiaires, avec une propre organisation du référentiel de données qui appuie sur des indicateurs qui sont spécifiques. On en a pas beaucoup parlé hein, lors des différents panels, aussi des sujets de taxo, de SFDR. Et donc déjà, quand on a toute cette diversité d'enjeux, eh bien, on n'a pas forcément besoin de la même donnée de départ et pas forcément les mêmes indicateurs. Donc nous, le premier enjeu, il est qu'est-ce qu'on veut faire ? Et donc on va avoir effectivement qu'est-ce qu'on veut faire. On va avoir des réglementations qui sont spécifiques à la France, on va avoir des réglementations qui sont spécifiques et qui s'appliquent en Europe, on va avoir des référentiels de données qui sont mondiaux, donc on va avoir tout ça, et donc après comment nous on répond à ça? L'important c'est d'avoir des équipes qui sont capables de comprendre toutes ces réglementations. On est présent dans 60 pays, on a des filiales en Europe et dans le monde. Et voilà. Et déjà, c'est d'être capable de les comprendre, ces réglementations, de les décrypter, et puis de les rendre opérationnelles. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous a dû s'atteler à essayer de comprendre la SFDR. Bon, la SFDR, c'est un super texte. Mais derrière, qu'est-ce que j'en fais ? Concrètement, c'est quoi l'implication ? Et en plus, derrière, c'est quoi l'implication pour moi ? C'est comment je vais faire en sorte, quelle philosophie même, on peut même dire ça, quelle philosophie je vais adapter par rapport à ça. Et donc déjà, il faut répondre à cette question-là. Et une fois qu'on a répondu à cette question, là, on peut s'atteler à se demander comment on va faire remonter cette donnée et quelles données on va aller chercher. Et donc là, va se poser une deuxième question, c'est la question de l'accès à la donnée, l'accès, de la disponibilité de la donnée. Donc, est-ce que je vais avoir de la donnée disponible pour pouvoir répondre aux enjeux que je me suis fixés? Alors, des exemples tout bêtes, hein, je veux suivre une température, il me faut une sonde de température. Est-ce que j'ai accès, est-ce que je peux mesurer déjà la température de ma pièce, de mon immeuble? C'est aussi bête que ça. Mais c'est également, derrière ça, c'est quel est l'effort que je vais consentir pour aller chercher cette donnée. Parce que finalement, on peut créer de la donnée de tout. On peut compter le nombre de personnes dans la pièce, on peut compter la température de la pièce, on peut mesurer la température de la pièce, on peut mesurer la consommation en énergie, on peut mesurer la luminosité, on peut tout faire. Mais quel va être le coût financier, humain, de l'effort que je vais consentir pour aller chercher cette donnée? Et donc, derrière ça, est-ce que j'ai vraiment une légitimité à aller la chercher? Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos principaux clients sont des sociétés de gestion, des asset managers, des professionnels du real estate, des gens qui gèrent des actifs. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour faire remonter ces données? C'est une excellente question. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Même au-delà de est-ce qu'ils sont prêts à payer, est-ce qu'ils sont prêts à faire l'effort? Parce que quand on commence à travailler sur cette notion de la collecte de la donnée, le sujet, c'est pas simplement est-ce que je suis capable de payer DeepKey. La question, elle est aussi, est-ce que je suis capable aussi de payer mon property manager pour le faire? Parce que sans le property, j'y arriverai pas. Mais elle est aussi, est-ce que je suis capable d'organiser mes équipes en interne pour aller chercher cette donnée? Parce que nous, quand on commence à travailler sur un projet, un des premiers points je dirais de complexité qui apparaît, c'est de ne pas avoir mesuré à quel point le fait de rentrer dans ce type de projet est impactant pour la structure. Nous, c'est une des premières actions de nos équipes de gestion de projet, c'est d'aligner les parties prenantes au sein même de nos clients. Donc ça, déjà, c'est du coût interne. C'est-à-dire qu'en général, je n'ai pas la ressource. On travaille avec des gros acteurs qui ont, par rapport à la taille, par rapport à la valorisation de leur portefeuille, sur ces sujets-là, ont des tout petites équipes. Des petites équipes ESG, des petites équipes sur la data. Donc c'est aligner déjà les ressources en interne. Ça, c'est de l'ETP, tout simplement.
Et puis après, c'est d'aligner les autres parties prenantes, d'être en capacité de payer une solution, qu'elle soit une solution externe, qu'elle soit développée en interne, comme chez EDF, mais il faut être en capacité d'aller financer ça. Et puis également d'aligner les gens qui vont travailler autour de nos actifs, encore une fois, les property managers, les FM et ainsi de suite. Et est-ce que vous arrivez à délivrer, une fois que vous avez fait tout ce travail, une vision globale d'un portefeuille immobilier? Est-ce que moi, je peux, au sein de mon propre portefeuille, avoir des comparables, avoir des benchmarks? Oui, alors c'est tout à fait, nous, l'objectif de ce qu'on délivre, c'est une vision à la maille d'un parc. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait la notion de la finalité finalement de tout ce que je vais faire. On parle beaucoup de la donnée, mais donc les finalités sont très différentes. Ce que va faire Yardi, par exemple, chez nos clients, c'est très différent de ce qu'on va faire. In fine, c'est quoi? C'est de pouvoir essayer d'optimiser ses investissements, d'avoir une vision sur son plan de CAPEX, une fois qu'on a un peu tous ces indicateurs? Nous, on est effectivement persuadés que dans un premier temps, ce qui est important pour un asset manager, c'est d'avoir une vision très globale de son parc. Et pour répondre à plusieurs enjeux, le premier enjeu auquel ils vont répondre, pour lesquels nos clients nous demandent de les aider sur ce référentiel de données, c'est tous les aspects réglementaires. Alors dans ce qu'on appelle nous réglementaire, c'est ce qui est imposé par un régulateur, par un État, ou qu'on s'impose à nous-mêmes. Par exemple, le GRES, personne n'est obligé d'aller soumettre au GRES, néanmoins, il y a beaucoup d'acteurs qui se l'imposent. Donc ça, c'est tout l'aspect réglementaire. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu d'accès à la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui viennent nous voir en nous disant, en fait, nos financeurs, nos banques, nous demandent de remplir aussi des grilles pour qu'on puisse accéder au financement, ou en tout cas à des financements avec des taux intéressants. Il y a un autre enjeu qui est un enjeu aussi de valorisation de l'actif, c'est-à-dire que quand je vais devoir céder ou quand j'ai un projet d'acquisition d'un actif, j'ai besoin de récupérer pas mal de données, pas mal de documentation. Donc là, c'est les phases de due deal, donc ça c'est très important. Et puis un dernier enjeu qui est l'enjeu de la rentabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de preneurs qui me demandent des comptes aussi, qui ont eux-mêmes preneurs des trajectoire carbone à respecter et qui me demandent des comptes sur mon bâtiment. Et par rapport à tous ces enjeux, si je reviens un petit peu au marché français, on en est où dans l'état des lieux? On est au début d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle? On est au début de l'aventure ou... Ça dépend énormément des réglementations qui s'imposent aussi, de la taille des acteurs. Évidemment, c'est comme toujours, on a des gros acteurs qui sont très à la pointe, qui se sont imposés aussi beaucoup de choses très très tôt, tout simplement parce qu'ils y croient ou parce que la crainte du name and shame, plein de choses. On a des petits acteurs qui peuvent être attentistes. Décrypter une réglementation, c'est pas facile parce que finalement, la première question derrière une réglementation, c'est est-ce que je suis soumis ou pas. On a souvent ça. C'est-à-dire qu'on de temps en temps, on nous dit tiens, aidez-nous à comprendre. Nous, on a besoin, par exemple, il faut absolument qu'on réponde aux enjeux de la SFDR. Donc aidez-nous à faire ça. Alors on va commencer à travailler avec notre client, on va travailler sur la référentiel de données, on va rencontrer ses équipes. Et puis quand on a travaillé pendant 3-4 mois et que là en fait le client commence à comprendre tout l'enjeu qu'il y a derrière en termes de faisabilité technique, là ils nous disent en fait est-ce qu'on est vraiment soumis? Donc finalement, il y a des techniques pour y échapper ou pas? Non. Alors voilà, je pense que personne ne va se jeter dans un travail comme ça aussi colossal sans qu'il y ait derrière, encore une fois, une réalité, encore une fois, soit réglementaire, soit financière. Donc il faut y trouver son compte. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on ouvre une troisième fenêtre sur ces nouveaux cycles, un nouveau cycle technologique qui s'ouvre avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ceux qui ont acheté quelques actions au Nasdaq en fin d'année dernière peuvent les revendre maintenant parce que ça a explosé en termes de valorisation. Je voudrais peut-être avec vous, Christina Lunghi, que vous puissiez me parler de l'intelligence artificielle immobilière inclusive.
puisque vous êtes expert en IA et en inclusion. Moi, je ne fais pas le rapport tout de suite entre les deux, mais peut-être que vous allez pouvoir nous l'expliquer. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais rectifier, je ne suis pas du tout experte en IA, mais j'utilise l'IA dans le métier que j'exerce depuis 30 ans. Et je m'occupe d'égalité et d'inclusion dans le monde du travail. Donc, Donc l'IA est inclusive, parce que moi j'ai cru que c'était le contraire. Le risque que l'IA ne soit pas inclusive est tel que nous nous sommes penchés sur ce sujet avec le groupe Orange un petit peu avant le confinement, et pendant le confinement, on a eu beaucoup de temps pour travailler, donc c'était formidable. Et on a lancé pendant le confinement, donc en 2020, la première charte internationale pour une IA inclusive, parce que justement, moi, ça fait 30 ans que je travaille sur les questions d'égalité des chances, l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Et on s'est rendu compte avec les grands sujets aux États-Unis, Google, Amazon, etc., sur les logiciels, les algorithmes de recrutement, que les femmes étaient écartées de tous les métiers techniques. Donc on a été très alertés par cela. On s'est dit, c'est pas la peine qu'on bosse depuis 30 ans sur ces sujets si tout ça tombe à l'eau, parce que tout le monde va se mettre à utiliser des algorithmes. De toute façon, c'est l'avenir. Donc, il fallait qu'on soit vigilante, et on a monté cette charte, qui est une charte internationale, et que je vous invite à signer, d'ailleurs, toutes et tous, puisque c'est une charte complètement gratuite. On a 130 signataires, et ça vous permet de participer à nos travaux sur l'inclusivité et de faire participer aussi sur la réflexion sur le monde de l'immobilier, qui est particulièrement important. Donc une IA inclusive dans l'immobilier, c'est une IA qui va prendre en considération le facteur humain en faisant bien attention à ce que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Et même quand on va parler d'énergie, de chauffage par exemple, eh bien, on sait que les femmes chauffent plus les bureaux que les hommes. Donc on a des enjeux. Absolument. Je ne savais pas. On a des enjeux absolument phénoménaux qu'on n'imagine même pas. Pour vivre ensemble, on nous parle du vivre ensemble tout le temps. Eh bien, le vivre ensemble, c'est aussi s'interroger sur la data, s'interroger sur comment elle est traitée. Et nous, on travaille en amont, c'est-à-dire qui va traiter cette data. Et il ne faut pas qu'il n'y ait pas de femmes, en particulier dans les équipes. Donc, comment on recrute? Il y a moins de 20% de femmes en Europe qui travaillent sur ces sujets. Donc, on a un vrai challenge pour avoir une vision partagée du monde. Et ensuite, c'est surtout toute la chaîne de valeur qu'il va falloir qu'on travaille alors sur la sensibilisation, la formation des équipes, les prestataires, enfin toute la chaîne de valeur pour pouvoir s'assurer qu'on est bien non discriminant du début jusqu'à la fin, et c'est un sujet extrêmement important qui vous concerne, puisqu'on est sur les moissons et les nouveaux cycles et un nouveau monde. L'immobilier fait partie du nouveau monde, puisque c'est 40% de la pollution. C'est la base même de l'humanité, l'habitat. Si on n'a pas de maison, on n'est rien. Donc on a besoin de ça. Et travaillant sur l'immobilier, c'est extrêmement important de redéfinir aussi les nouvelles règles du jeu, sur le développement durable, bien sûr, mais j'aimerais qu'on change de paradigme, peut-être, en cette fin de matinée, et qu'on se dise l'égalité entre les femmes et les hommes et les humains, ça n'est pas une des conditions, c'est la condition première de tous les projets. Parce que si on n'a pas cette égalité, et on voit, regardez ce qui s'est passé au Maroc, cet horrible tremblement de terre, ce sont les populations les plus pauvres qui ont été le plus touchées, parce que leur maison ne tenait pas. Donc on voit bien à quel point ces sujets sont tellement importants, tellement vitaux pour notre humanité. C'est de la responsabilité de qui, là? C'est plutôt des entreprises qui doivent prendre en main cette responsabilité, ou il faut attendre encore le régulateur ou l'État? Alors, très bonne question. Normalement, ça devrait être quand même un projet politique. Ça devrait être un projet porté par les gens qui nous gouvernent. Donc là, on a un vrai problème de gouvernance, parce que ça n'est pas du tout traité comme ça. Alors évidemment, les Nations Unies ont développé un ODD, qui est l'ODD numéro 11, qui nous dit qu'il faut, pour garantir des conditions d'égalité, que l'habitat soit durable, sécure, etc. On en est quand même loin quand on voit ce qui se passe sur la planète. Mais je voudrais faire juste peut-être donner une précision pour que vous compreniez pourquoi je vous parle comme ça. Depuis 30 ans, je m'occupe d'égalité et j'ai créé pour la France, j'étais conseillère auprès de la ministre de l'égalité, le label AFNOR, qui est porté par AFNOR sur l'égalité,
Et puis, à la demande de la Commission européenne et des grandes entreprises, j'ai créé une certification internationale qui est certifiée par Bureau Veritas dans le monde entier. On est dans 51 pays sur les questions d'égalité et d'inclusion. Et on a ajouté en 2020 avec la charte, notre label s'appelle GEES, Gender Equality European and International Standard. Donc c'est un standard mondial qui s'applique absolument partout. C'est une méthodologie qui va permettre aux entreprises de se structurer, de piloter, d'évaluer et ensuite, de mesurer avec plein de KPI et ensuite de se faire évaluer par Bureau Veritas. Et donc on a rajouté l'IA en 2020 et donc sur tous les processus des ressources humaines qui sont connectés à des ODD, on va ajouter cette vision. Est-ce que si j'utilise de l'IA, parce que si j'en utilise pas, la question ne se pose pas, est-ce qu'elle est inclusive? Et pour répondre aussi à cette question des enjeux internationaux, on a donc voulu décliner cet enjeu de l'égalité et de dire, au lieu de se dire c'est un des problèmes et donc un des trucs à régler qui peut devenir une solution, c'est la solution sur laquelle il faut qu'on se penche. Et en 2019, au siège des Nations Unies à New York, j'ai lancé le premier trophée qui maintenant est tous les ans, qui s'appelle GEES SDGs, puisque des ODD s'appellent SDGs en anglais, pour faire ce lien entre les actions que font les entreprises, donc que vous faites au quotidien, et les objectifs du développement durable. En quoi votre action elle est favorable à lutter contre la pauvreté, à avoir un job décent, à faire de l'égalité, à ne pas polluer, à avoir de l'eau propre, à faire aussi, à contribuer à la paix dans le monde. C'est le dernier objectif des ODD, qui est vraiment très important, parce qu'on contribue tous à cela. Donc ça devrait être un projet politique, ça l'est, les Nations Unies le portent, on a l'agenda avec objectif 2030, mais c'est aussi la responsabilité des entreprises. Et elles font des trucs formidables, et vous l'avez dit tout à l'heure, Charles, votre action, votre entreprise, c'est une action volontariste, et chez vous aussi, ce sont des actions volontaristes de vos partenaires. Chez nous aussi, c'est-à-dire que ce sont des entreprises engagées qui ont compris avant les autres que l'enjeu, et tout à l'heure dans la table ronde précédente, ça a été dit, ça contribue, tous ces progrès technologiques, sociaux, etc., à la rétention des personnes que vous employez chacun. Donc tous ces enjeux humains sont essentiels. Et donc les entreprises avec lesquelles nous travaillons, à peu près la moitié, le tiers du CAC 40 et plein d'entreprises dans le monde, ont compris que c'était un enjeu majeur et qu'il fallait vraiment se préoccuper du facteur humain et donc de son inclusivité. Il y a une prise de conscience des grands acteurs économiques. Est-ce que ça ruisselle un peu sur les acteurs immobiliers, où aujourd'hui c'est absolument pas la préoccupation, on regarde juste le spread par rapport à l'eau à 10 ans et on allume des cierges? Merci. J'aimerais bien qu'on n'allume pas que des cierges. Oui. Ce serait quand même sympa, même si c'est très beau. On n'a aucun acteur de l'immobilier labellisé à l'heure actuelle, ni même, à part Wire, bien sûr, qui est partenaire de notre organisation depuis de nombreuses années, qui est signataire de notre charte. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que vous représentez un secteur absolument, comme je le disais, majeur et vital, véritablement, de l'économie en général. Par contre, vous verrez passer dans la presse bientôt, je pense au mois d'octobre, au mois de novembre, on sort un nouveau référentiel GEES international dans lequel on ajoute toutes les parties prenantes. Donc tous les écosystèmes vont être aussi analysés pour bien vérifier que l'entreprise qui est engagée, elle s'engage avec tous les acteurs de son territoire. Donc on espère là pouvoir toucher, parce que tous les acteurs EDF qui est labellisé GEES et signataire de notre charte, a un très grand parc immobilier. Donc par ricochet, évidemment, toutes les L'Oréal, Legrand, etc., ont des parcs immobiliers. Mais ce n'est pas ce parc-là qui aujourd'hui est dans le cœur du réacteur, si je peux parler comme ça. Bon, le message est lancé en tout cas. L'invitation je suis là. Est faite. L'humain est important. Je ressors un petit peu de l'humain, je reviens sur l'intelligence artificielle et j'aimerais bien avoir un peu Deepkey et Yardi là-dessus. Comment vous intégrez ces nouvelles technologies? Comment vous les déployez chez Deepkey? Est-ce que l'intelligence artificielle est une partie du futur, de l'avenir?
Alors oui, évidemment, parce qu'en fait, la principale difficulté, la principale difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut faire tourner des modèles dans lesquels il y a beaucoup de choses, de données, d'implications. Donc, sans l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire grand-chose. Sans intelligence artificielle, on a du mal à faire remonter des alertes pertinentes. Sans intelligence artificielle, on a du mal à créer des modèles qui vont nous permettre d'aller comprendre comment l'immeuble se comporte et comment il consomme pour pouvoir aussi aller boucher des trous, notamment des manques de données, puisque aujourd'hui, notamment sur les données d'énergie, je pense que plus personne maintenant ne rêve sur le 100% de données remontées. Donc il y a un moment, il va falloir aller aussi combler ces trous. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ça. Néanmoins, on peut mettre toute l'intelligence artificielle à disponibilité, créer les plus beaux algorithmes possibles. Nous, on est persuadé que l'humain est encore extrêmement important pour plusieurs raisons. C'est que déjà, même si on a un premier niveau d'analyse qui remonte avec des alertes pertinentes, derrière, il faut aller affiner ça avec des équipes d'experts. Nous, on a une grosse équipe d'experts parce qu'on ne peut pas tout faire avec un logiciel. Et puis, encore une fois, pour que tout ça fonctionne bien, il faut aligner les parties prenantes et ça, c'est de l'humain. Andrew, même question. Comment vous intégrez la dimension intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans l'offre de Yardi? Oui, donc en fait, on a créé une fondation sur l'artificial intelligence. Donc, c'est pour faire des études dans les applications de cette technologie-là. Un exemple sera sur les données, vu que c'est un panel sur les données. C'est au lieu d'utiliser les données réelles pour faire des modèles prédictifs, on fait des études sur les données synthétiques. Comme ça, vous n'avez pas des problèmes de privacy law, GDPR, etc. Vous pouvez faire des modèles prédictifs sur les données synthétiques. On utilise également les chatbots pour aider nos clients dans le processus de commercialisation. Donc, on amène les clients de la porte d'entrée, le prospect, jusqu'à la signature du client via des chatbots. Voilà, donc il y a beaucoup d'études, dans les applications de artificial intelligence. Et je trouve qu'en fait, ce que j'ai remarqué, je pense qu'on rentre dans une deuxième phase sur le développement de cette technologie. En fait, on parle beaucoup de ChatGPT, mais en fait, ChatGPT, c'est en développement depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est très long à développer du artificial intelligence, mais une fois que c'est lancé, le développement va très très vite. Et en fait, on rentre dans ce stade-là. Et en fait, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu une statistique effrayante que en 2030, artificial intelligence va dépasser l'intelligence du cerveau humain 1 milliard de fois. Donc, en fait, c'est le même écart entre nous et les mouches aujourd'hui. Donc, ça nous ramène, oui. Donc, voilà. Ça permet de relativiser, oui. Ouais. Et en fait, aussi avec l'artificial intelligence, il y a un problème ça crée des données en plus. Donc, plus qu'on utilise l'intelligence artificielle, plus il y a de données. Et donc, il y a le problème de stockage de données, le besoin de plus de centres de données, des data centers, et tous les problèmes environnementaux qui viennent avec, parce que les centres de données, ils sont très consommateurs en énergie, en eau, en d'autres ressources. Et voilà, donc il faut une approche plus écologique sur le stockage de données. Et je vais juste rebondir sur on parle beaucoup d'énergie et je vais juste rebondir sur ESG en général parce qu'on oublie souvent le S et le G. Et c'est bien intéressant ce que vous avez dit. Et j'ai vu une statistique la semaine dernière que, bon, c'est pas dans l'immobilier, mais
dans le FTSE 350, 40% des dirigeants sont des femmes. Et donc ça, ce n'est pas fait par la réglementation, ça c'est fait par la volonté. Et je trouve ça intéressant. Christina. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler que la France a une personne qui s'appelle Guillaume Avrin, qui est en charge à Bercy de la stratégie nationale sur l'IA. Et qu'on est référencé donc auprès du ministère parce qu'on est le seul label qui nous occupons justement du S avec IA comprise, et qu'il y a l'IA Act aussi qui vient d'entrer en vigueur, donc qui est la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, et là aussi on est référencé comme étant un outil possible. Et enfin, vous dire qu'on a labellisé, on parlait de l'immobilier, j'avais complètement oublié parce que je ne les positionne pas comme ça, mais quand même, l'exposition universelle de Dubaï, Dieu sait s'ils ont construit des bâtiments absolument splendides. Enfin, moi, je suis allée plein de fois et j'adore cet endroit de cette expo qui est incroyable, qui continue de vivre aujourd'hui. Et on les a labellisés. Et on a regardé justement, grâce aussi à leur dispositif d'intelligence artificielle, comment ils avaient d'une part intégré les femmes, et ils en ont beaucoup intégré dans ces dispositifs, et comment ils ont utilisé l'IA pour les bâtiments, pour l'énergie, dans une zone du monde qui a particulièrement besoin d'être vigilante à cela. Voilà, merci. Merci beaucoup. Non, pour les questions, si vous attendrez la pause du midi, je vous remercie infiniment pour cette table ronde. On peut les applaudir et je vais